Nous avons déjà vu qu'en matière de solidarité, il est primordial de distinguer la relation juridique unissant les débiteurs solidaires aux créanciers de la relation juridique existant entre les débiteurs solidaires eux-mêmes. La présente vidéo traitera exclusivement des rapports entre les différents débiteurs solidaires. Nous débuterons l'analyse de ces rapports à partir de l'hypothèse suivante. Richard a prêté 100 000 $ à Alain, Bernard, Carl et Denis afin qu'ils puissent agrandir leur restaurant. À l'échéance du terme, Alain a remboursé intégralement Richard la fortune en lui remettant 100 000 $. Ce scénario donne application à l'article 1536 du Code civil du Québec, lequel prévoit que le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation ne peut répéter de ses co-débiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu'il soit subrogé aux droits du créancier. Pour l'instant, nous ne tiendrons pas compte de la dernière partie de cet article. Nous nous concentrons exclusivement sur le recours récursoire que possède le débiteur solidaire à l'égard des autres co-débiteurs solidaires. Si l'on reformule cet article pour mieux le comprendre, on obtient ceci. Le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation peut exiger un remboursement de ses co-débiteurs seulement pour leur part respective dans la dette. Ce principe est davantage explicité à l'article 1537, lequel prévoit la contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en part égale entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette ne soit inégal. La part dans la dette est donc présumée égale, à moins d'entente contraire entre les débiteurs solidaires ou encore une décision judiciaire établit des parts inégales dans la dette. Nous allons donc étudier ces différents scénarios à tour de rôle. Dans l'exemple initial, si la part dans la dette de chacun des débiteurs solidaires est égale, après avoir payé le créancier, Alain pourra exiger de Bernard qu'il lui rembourse 25 000 $. Il pourra également exiger de Carl qu'il lui rembourse 25 000 $. Et finalement, exiger de Denis qu'il lui rembourse 25 000 $. De cette manière, Alain, qui avait versé 100 000 $ au créancier, a pu se faire rembourser 75 000 $ par ses co-débiteurs solidaires, de sorte qu'il a en réalité lui aussi déboursé la somme de 25 000 $. Revenons à l'article 1537, cette fois afin d'illustrer le scénario où la part respective des débiteurs solidaires dans la dette est inégale. À titre d'exemple, par leur faute, Marcus et Brutus cassent la hanche de Colombe. Cette dernière poursuit les débiteurs qui sont condamnés solidairement à verser 100 000 $ à Colombe pour ces dommages. Le jugement précise toutefois qu'entre les débiteurs, Marcus est responsable à 10 % des dommages et que Brutus est responsable à 90 % des dommages. Marcus verse 100 000 $ à Colombe. Il peut alors exiger de Brutus qu'il lui rembourse la somme de 90 000 $, correspondant à sa part dans la dette, qui est de 90 %, conformément à la décision judiciaire. Enfin, regardons le dernier scénario prévu à l'article 1537. Si l'obligation résulte de la faute d'un seul des co-débiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses co-débiteurs, lesquels sont alors considérés par rapport à lui comme des cautions. Reprenons l'exemple de Marcus et Brutus. Cette fois, Marcus, qui est l'employeur de Brutus, n'a pas commis de faute à l'égard de Colombe, mais il est tout de même condamné solidairement avec Brutus à verser 100 000 $ à Colombe. Dans ce scénario, Marcus est tout de même responsable en raison de l'article 1463, lequel prévoit « Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions. Il conserve néanmoins ses recours contre eux. » Si l'on applique cette règle au fait de notre exemple, cela signifie que Marcus est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de Brutus dans l'exécution de ses fonctions. Marcus peut toutefois exiger un remboursement de la part de Brutus. Ainsi, Colombe peut exiger de Marcus le paiement intégral de la somme de 100 000 $. Marcus
pourra par la suite exiger de Brutus qu'il lui rembourse la somme de 100 000 $. Dans ce scénario, le rôle de Marcus est similaire à celui de la caution, qui se retrouve à garantir la dette du véritable débiteur. La caution protège alors le créancier de l'insolvabilité potentielle du débiteur. À ce sujet, nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que la solidarité protège le créancier de l'insolvabilité d'un des débiteurs solidaires. L'article 1538 l'illustre d'ailleurs très bien en prévoyant que la perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal. Appliquons cette règle à notre exemple initial. Alain a remboursé 100 000 $ à Richard. Normalement, Alain pourrait exiger de Bernard, Carl et Denis qu'ils lui remboursent chacun la somme de 25 000 $ telle que vue précédemment. Denis est toutefois insolvable. La perte occasionnée par son insolvabilité est donc de 25 000 $. Cette perte se répartit alors en parts égales entre les autres codébiteurs solvables, à savoir Alain, Bernard et Carl. Il faut alors diviser la somme de 25 000 $ entre les trois autres codébiteurs solidaires qui sont insolvables, de sorte que Alain, Bernard et Carl devront assumer la somme additionnelle de 8 333 $ chacun. Dans l'hypothèse cette fois où Carl et Denis sont insolvables, la perte occasionnée par leur insolvabilité représente 50 000 $. Cette perte se répartit alors en parts égales entre les autres codébiteurs solidaires, à savoir Alain et Bernard, qui devront assumer la somme additionnelle de 50 000 $. Enfin, dans l'hypothèse où Bernard, Carl et Denis sont insolvables, la perte occasionnée par leur insolvabilité représente 75 000 $. Cette perte sera assumée exclusivement par Alain. Voilà pourquoi on dit que la solidarité peut protéger le créancier contre l'insolvabilité des débiteurs. L'article 1539 prévoit les moyens de défense que le débiteur solidaire poursuivi en remboursement peut soulever à l'encontre du débiteur solidaire qui a effectué le paiement auprès du créancier. À ce sujet, l'article 1539 distingue parmi les moyens de défense communs à l'ensemble des codébiteurs solidaires les moyens de défense personnels au débiteur poursuivi et les moyens de défense purement personnels à un autre codébiteur. Nous avons déjà vu la distinction entre ces trois types de moyens de défense dans la vidéo traitant des rapports entre le créancier et les débiteurs solidaires lorsque nous avons étudié l'article 1530. D'ailleurs, il ne faut pas confondre l'article 1530 et l'article 1539, car le premier s'applique exclusivement à la relation créancier-débiteur, alors que le deuxième s'applique uniquement à la relation entre les codébiteurs solidaires. Après avoir payé intégralement Richard, Alain demande à Bernard de lui rembourser sa part dans la dette. Bernard peut opposer à Alain, comme moyen de défense commun à l'ensemble des codébiteurs solidaires, que la dette de Richard était prescrite. En conséquence, les débiteurs n'étaient pas tenus de rembourser. Bernard pourrait aussi opposer un moyen de défense qui lui est personnel, à savoir qu'il disposait d'un terme suspensif. Ainsi, Bernard devra rembourser Alain, mais seulement dans 2 ans, par hypothèse. Enfin, Bernard ne pourrait pas opposer à Alain un moyen de défense purement personnel à Carl, à savoir que le consentement de ce dernier a été vicié, par exemple. Voilà qui complète l'étude des relations entre débiteurs solidaires.